Azam. Vous êtes un spécialiste de la Syrie, votre famille est syrienne. Et vous êtes auteur de nombreux livres passionnants sur le Proche et le Moyen-Orient. Et puis vous avez fait des films, vous en préparez aussi. Je voudrais vous demander comment vous situez la biographie du général Qassem Soleimani dans l'histoire de la Syrie et de toute la région. Plusieurs mois après son assassinat, est-ce qu'on peut commencer à voir la stature du personnage, en quoi il aura pesé sur notre temps, influé sur notre temps, qu'est-ce qu'il a apporté en particulier à la Syrie, mais aussi à toute la région? Écoutez, je pense que c'est réduit le personnage de Qassem Soleimani si on commence à parler de son rôle en Syrie. Qassem Soleimani, que Dieu bénisse son âme, on ne peut pas le fragmenter en petits rôles. La Syrie, l'Irak, l'Iran, le Yémen font partie d'un monde qui affronte un autre monde. Qassem Soleimani n'a pas été un homme seul qui a agi pour son compte, ou pour le compte de la Syrie ou du Yémen. Qassem Soleimani représentait un monde oriental qui se trouve en conflit avec le monde occidental depuis le nuit du temps. Si on regarde l'histoire moderne, depuis juste 1000 ans, l'affrontement il est carrément au quotidien. On a vu quelques années sans guerre, mais le double d'années en guerre. Donc Qassem Soleimani est un homme qui représente tout un monde oriental, qui a essayé, qui a fait tout son possible de lutter contre l'hégémonie impérialiste occidentalo-sioniste. Et il n'est pas venu de vide. Dans le personnage du général Qassem Soleimani, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect persane, bien entendu. Quand on connaît la Perse depuis 5-6 000 ans, ils ont toujours été là. Ils ne sont pas nés avant-hier. C'est une nation, c'est un empire qui a toujours eu son mot à dire dans l'histoire, pas seulement de la région, mais du monde aussi. Ils ont été à un moment donné de la Grèce jusqu'à l'Inde, jusqu'à la Chine. Donc il a dans son héritage, dans ses gènes, il a cet aspect-là. Et chaque être humain a un stade d'action, il est obligatoirement représentatif de sa nation. Et Qassem Soleimani, elle représente l'islam révolutionnaire à travers l'histoire, le chiisme. Donc tout ça, avec tout ce qu'il a fait de son enfance, né dans une famille modeste, il était obligé de bâtir sa vie pièce par pièce. C'est pas un enfant de la bourgeoisie de Téhéran. C'est pas un enfant commandé ou bestonné par un caïd iranien. Qassem Soleimani, il a pris conscience depuis le début de sa vie de son existence. Et puis, il se trouve qu'à l'âge de 18 ans, le moment historique pour lui est venu, la révolution iranienne, par Ayatollah Khomeini, il a trouvé juste le moment pour fusionner avec la révolution, et puis il a commencé à bâtir sa vie à partir de ce moment-là. Bon, on ne va pas aujourd'hui juger son action, on va analyser son action. Il a commencé à faire ses armes avec la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui pour moi est une guerre regrettable, et le bénéficiaire est l'ennemi de l'Iran et l'ennemi de l'Irak. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète, ça sera une erreur des amis de Qassem Soleimani, comme moi, de juger, mais plutôt d'analyser.
Donc il a fait ses armes pendant la guerre Irak-Iran. Suite à cette guerre, l'Iran il est sorti plus conforté dans ses idées et Qasem Soleimani a continué son action, a continué à lutter contre l'hégémonie sioniste et impérialiste américain. Donc il y a la guerre c'est pas lui qui a voulu la guerre, c'est les autres qui l'ont imposée sur la Syrie, sur le Yémen, sur le Liban, sur l'Irak. Si on regarde bien, et j'ai dit pour ceux qui critiquent le général Soleimani, si on regarde apaisement, l'Iran, au moment de la guerre entre l'Irak et les États-Unis, ils ne sont pas venus en aide des États-Unis. Au contraire, ils étaient spectateurs. Regardez qu'est-ce qui se passe. Je me mets à leur place. Je ne peux pas rester les bras croisés avec un pays voisin tout près de l'Iran et quand je saurais qu'il y a un énorme pays comme les États-Unis et Israël qui vont venir juste à mes portes. Donc c'est tout à fait normal que l'Iran se défend ses frontières et affronte ce nouveau colonialisme qu'il a militaire, carrément. Ce n'est plus le colonialisme médiatique ni économique, donc ils sont carrément à la frontière de l'Iran. Et là, je pense que l'action de Qasem Soleimani réelle a commencé là. C'est à partir du moment où l'Irak était occupé par les Américains, Qasem Soleimani, il a pris le personnage, c'est la sienne d'ailleurs, de défenseur de son pays, défenseur d'un idéal international. Qasem Soleimani, pour moi, comme Nelson Mandela, comme Fidel Castro, comme Che Guevara, comme tous ces hommes à travers l'histoire qui ont voulu repousser cette mainmise de l'impérialisme américain et sioniste. Si on revient sur ce que vous disiez de la grande confrontation entre l'Iran, la Perse et le monde européen, on peut penser à la grande défaite historique de Xerxès, donc coincé pendant la bataille de Salamine, la grande défaite contre les Grecs. Vous savez, il y avait une chance historique pour les Grecs, avec Alexandre le Grand, qui ont occupé la Grèce pendant à peu près 180 ans, à peu près 200 ans, si ma mémoire est bonne. Mais c'était une occupation, j'allais dire, culturelle, plus que militaire. Vous dire l'occupation par les Macédoniens? Oui. Les Macédoniens occupant la Grèce? Oui. D'accord. Non, la Perse. Ah, occupant la Perse. La Perse, voilà. Quand Alexandre le Grand. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est pas la peine que je m'étale là-dessus. L'Iran a gagné des centaines, des milliers de batailles à travers son histoire. Il a perdu quelques-uns, donc ce n'est pas... mais il a toujours été là. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, l'Iran, plus que jamais, joue un rôle très important avec la Chine, avec la Russie, avec la Syrie, avec les pays de l'Amérique latine, pour créer cet équilibre et libérer le monde de mainmise des Américains et des sionistes. Donc, si on revient à ce rôle-là, à Qasem Soleimani, à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, de l'idée tout le monde utilise ça comme argument en disant que oui, l'Iran, il a une théorie expansionniste. Ce n'est pas un secret à personne, ça. Oui, l'Iran, à travers l'histoire, il avait toujours cette ambition expansionnisme. Mais qui n'a pas eu cette ambition? Les Turcs, qui ont occupé le monde arabe pendant 400 ans, ils ont tué des milliers d'Arabes depuis 1517 jusqu'à
1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Et ils ont laissé le monde arabe complètement dans le chaos. Alors les Arabes qui critiquent l'Iran aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 400 ans? Pourquoi ils n'ont pas critiqué la Turquie? Où il y a deux poids, deux mesures, ça ce sont des dieux et les autres ce sont des diables. Moi je ne sais pas avec l'Iran d'une manière sentimentale. Je soutiens l'Iran de manière complètement rationnelle et réfléchie, sans aucune arrière-pensée, ni bénéfice, ni argent, ni poste, ni quoi que ce soit. Mais je regarde, je compare les Iraniens et les Turcs. Les Iraniens, ils ont toujours apporté un plus culturellement, spirituellement. Or, les Turcs, ils ont toujours écrasé humainement les gens, ils ont appauvri les gens, ils ont plié les gens. Et regardez, dans cette guerre maintenant contre mon pays, contre la Syrie depuis 2011, l'Iran carrément a volé toute la richesse du nord de la Syrie. La Turquie, pardon. La Turquie a volé complètement la richesse de nord de la Syrie. Erdogan, il a carrément installé des caïds, des mercenaires turkmanes vivant en Syrie depuis des années et des années, bénéficiant de toute la largesse de l'État syrien, de la nation arabo-syrienne, et pour faire de mal au peuple syrien. Si on regarde sur plusieurs centaines de kilomètres à la frontière entre la Syrie et la Turquie, Erdogan il a installé ses mercenaires pour appauvrir, pour semer la haine raciale même, et laissant les vrais habitants, les arabophones, les arabes de ces régions, quitter leur terre et partir dans d'autres régions de la Syrie. Donc moi, en fait, je trouve que c'est absolument pas un argument valable de dire que l'Iran a une hégémonie ou une stratégie expansionniste. À la place de l'Iran, tout le monde fera pareil. Les Arabes, ils avaient leur propre stratégie hégémoniste à l'époque où ils étaient forts. L'État, les Umayyads, les Abbassides, ils ont contrôlé le monde, de l'Espagne jusqu'à la Chine. Si on regarde le 5-6 empires, que ce soit les Perses, les Grecs, enfin les Macédoniens, les Arabes, Rome, l'Occident, les sionismes, sur un espace de 11 000 kilomètres, comme je suis un voyageur, je connais par cœur cet espace, en partant de l'Espagne jusqu'à la Chine, il y a à peu près 11 000 kilomètres. Et bien, tous ces empires, à un moment donné, ils l'ont contrôlé, de A à Z. Ce n'est pas l'Iran qui commence à agresser les Américains ni les sionistes. C'est eux qui sont venus à sa porte. C'est eux qui cherchent cet affrontement. Moi, clairement, je trouve l'Iran, il n'est même pas assez agressif. Je trouve que l'Iran, il n'est pas assez expansionniste pour répondre, pour se défendre. Au contraire, Qassem Soleimani, pour moi, était la représentative idéale de l'homme oriental qui doit se mettre debout, se défendre. J'aurais souhaité être à sa place, mourir, avoir cet honneur de mourir dans le champ de bataille. Or, l'Iran, avec son environnement oriental, que ce soit l'Irak ou la Syrie, eh bien, depuis des centaines d'années, il y a pratiquement une vie commune. Aujourd'hui, moi je vous dis, je viens de rentrer de l'Iran. Quand on vit à la campagne en Iran, on a l'impression qu'on est en Syrie. On a l'impression qu'on est en Irak. Donc il y a tellement de similitudes entre les deux sociétés iraniennes et proche-orientales qu'on ne peut pas sentir la différence. Et là, je peux le dire qu'il y a même une erreur colossale. Certains intellectuels iraniens le commettent, c'est en pensant que ce sont des Indo-Ariens. Bon, ils étaient peut-être dans l'histoire, mais aujourd'hui, il y a des montagnes qui séparent le peuple iranien du peuple européen. Et c'est une erreur vraiment intellectuelle.
certains Iraniens à Paris ou à Londres s'amusent à dire oui, non, on est mieux que les Arabes, on est mieux que les autres dans la région. En fait, ils font partie intégrale de la région, du point de vue culturel, du point de vue spirituel, du point de vue social. Et donc, moi, quand j'étais en Iran, j'avais l'impression d'être dans mon pays, chez moi, et j'ai laissé vraiment des souvenirs d'amis dans chaque région. J'ai visité, j'ai quand même traversé 2000 km en Iran, de la frontière de Mahran jusqu'à la ville de Astara, donc de sud, carrément sud-ouest, jusqu'au nord. Donc l'Iran, pour moi, elle est aujourd'hui un pays qui défend pas seulement son territoire, mais aussi il défend tout un monde. On laisse les Iraniens et les Syriens dans le champ de bataille, seuls, face à une agression mondiale, occidentaliste, impérialiste, et on s'amuse à le critiquer. Ce n'est pas juste. Est-ce que vous avez connu personnellement le général Soleimani? J'ai l'honneur de le rencontrer une fois en Syrie. Qasem Soleimani n'est pas uniquement un militaire. Qasem Soleimani, c'est un homme spirituel, c'est un homme intellectuel, c'est un homme d'un idéal. Son idéal, ce n'était pas uniquement de défendre l'Irak ou la Syrie. Qasem Soleimani, il se heurtait à cette hégémonie américaine qu'il n'a pas supportée. Et donc, si on fait l'addition de plusieurs facteurs, l'amour de sa patrie, l'amour de sa foi, chiisme, l'amour de son idéal international, on est face à un homme donc, qui a plusieurs dimensions et pas un seul. Ça sera vraiment une erreur et ce ne sera pas juste de lui regarder d'un seul coin ou d'un seul regard. Il faut vraiment ouvrir l'éventail pour regarder le général Qasem Soleimani. Est-ce que vous savez si, au moment donc, où il a été assassiné, il était en train de préparer de nouvelles étapes de la guerre contre les États-Unis et contre les sionistes? Parce qu'on dit qu'il souhaitait mourir, qu'il avait déjà exprimé le désir de mourir en martyr dans sa jeunesse. Mais il devait quand même préparer l'avenir d'une certaine façon. Vous savez, ça sera vraiment... c'est des reportages amateurs qui ont circulé sur l'Internet ou dans les médias. Il manque beaucoup de profondeur, ce genre de paroles, parce que Qasem Soleimani, au moment de son shahada, quand on l'a assassiné, il n'était pas en train de dire « je vais passer d'un étape à l'autre ». Pour moi, c'était dans la continuité de son combat. Mais les autres qui ont découvert une information à un moment donné, ils vont penser que ça y est, c'est aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. C'est absolument pas ça. Pour moi, que je connais bien la région, que je connais bien la géographie, que je connais bien l'état d'esprit de général Qasem Soleimani, je ne peux pas séparer les étapes qu'il a cheminées dans sa vie. Mais c'est normal qu'il y a certain temps, une intensité d'action, qui d'autres qui sont un peu moins intenses. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que dans chaque chose qu'on fait dans notre vie, qu'il soit un livre, qu'il soit une bataille, il y a des moments de préparation et il y a des moments d'action. Il y a des moments de savoir et il y a des moments de le faire savoir. Donc lui, c'est normal, à un moment donné, regardez quand même, il a récupéré avec les Syriens une bonne partie ou la majorité de la terre syrienne demande de terrorisme international soutenu par l'Occident et Israël. Donc il restait en fait la dernière étape. Et c'est vrai qu'elle était assassinée juste avant
le début de cette dernière étape. C'est-à-dire, sa dernière entreprise, c'était de chasser les Américains et Israël de l'Irak. De l'Irak ou de la Syrie, bien La Syrie, entendu. c'était à peu près réglé. Bah, tout à fait. C'était dans le nord, les Américains dans le nord, dans le nord-est, ils étaient encore là. Ils étaient encore là, bien sûr. Il était aux dernières étapes, bien sûr. Bon, on dit que le président Trump, enfin lui, hein, ce qu'il dit pour justifier cet assassinat qui est vraiment quelque chose de lamentable, d'impardonnable moralement, bon, qui est une tache sur l'histoire des Américains. Bon. Il dit que c'est parce qu'il était en train de préparer toutes sortes d'attaques augmentées donc, contre les lieux, les bâtiments américains, les bases américaines et tout ça en Irak. Vous avez dit qu'il y a une tâche dans l'histoire des Américains. Moi, je ne vois pas du tout d'espace blanc pour rajouter une tâche. Donc, je pense que, et ça je souhaite que les gens, les Iraniens qui regardent ce film ou les autres, je n'ai pas de la haine pour quiconque sur terre. Je suis un homme rempli de paix et de pacificité, mais aussi raisonnable et sérieux dans mes propos, qu'ils soient intellectuels ou autres. Un étudiant en vivant pendant 14 mois aux États-Unis, ce pays il a été construit sur le corps et sur le sang des Indiens. Il n'y a pas une seule nation sur Terre qui a commis autant de crimes que les Américains. C'est eux qui ont utilisé l'arme nucléaire, ça c'est pas une information que je suis en train de dire, c'est eux qui ont mené tous les assassinats, toutes les guerres, c'est eux qui ont détruit Bagdad le 17 janvier 1991, premier bombardement. Donc les Américains, pour moi, ils ne me surprennent absolument à rien quand ils font de mal. Ils me surprendront quand ils feront un jour quelque chose de bien. Personnellement, un épisode que j'admire énormément dans cette vie déjà légendaire hein, du général Soleimani, c'est toute son action au Liban en 2006 contre Israël. Hein, il a montré que les forces de la résistance étaient capables d'attaquer par mer l'armée israélienne. On dit que tous les tanks renversés, les tanks israéliens renversés, c'est lui aussi. Et on l'a su après. Parfois, seuls les Israéliens savaient qui était le stratège de ces opérations, mais ils se gardaient bien de le faire savoir. Moi, j'admire beaucoup cet épisode-là dans son existence. Est-ce que pour vous aussi, c'est le moment où il a réussi le plus de choses, ou est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous semblent plus des victoires militaires? C'est-à-dire, jusqu'à 2006, Israël était toujours qui prenait toujours l'initiative. Les autres, nous autres, on était juste sur la défensive. Et à partir de 2006, on est passé de la défensive à l'offensive. Et ça, c'était quelque chose qui, bien sûr, qui marque, et c'était, bien entendu, le fruit d'un long travail de général Qassem Soleimani et son équipe, et le Hezbollah, et les Syriens, parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer quelque chose qui se passe au Liban sans que la Syrie soit au courant, ou soit participante. Donc, j'insiste sur Qassem Soleimani était peut-être l'initiateur, parce qu'il faut toujours un guide, il faut toujours un leader, et ça c'est tout à fait normal. Mais un leader, s'il n'avait pas des hommes autour de lui, bien entendu, donc Qassem Soleimani, il est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le bon moment, où il y a à la fois la nourriture spirituelle, il y a une logique de mouvement, et puis il y a une nécessité, parce que plus que jamais, à cette époque, dans les années 80, les Américains et les sionistes, ils ont voulu mettre leur main totale sur la richesse de Proche-Orient, et le pétrole, bien entendu. Les Israéliens disent
Oh, mais derrière les attentats de Buenos Aires contre nos intérêts, ambassade israélienne en 1992, centre communautaire AMIA en 1994, il y avait déjà le général Soleimani. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Ils étaient prêts à tout faire, en fait, pour retourner sur la scène internationale. Parce que ça les a restés dans la gorge, qu'ils sont le seul peuple qui n'ont pas réussi à former un empire. Les Arabes, ils avaient leur empire, les Grecs, ils avaient leur empire, les Roms, ils avaient leur empire, les Français, etc., les Anglais. Donc, ils ont pris conscience depuis 400 ans jusqu'à aujourd'hui, dans leur théorie d'action, il faut tout faire pour retourner en Palestine. C'est dans leur imaginaire. Donc, ils ont fait beaucoup d'actions. On se rappelle tous le synagogue qu'ils ont fait exploser à Istanbul. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce qu'ils ont fait en Argentine, c'est exactement la même chose. Ils organisent des attentats. Ils le font porter aux révolutionnaires libanais, Georges Brahim Abdallah ou autres, au l'Iran. Donc, mais il faut toujours qu'ils trouvent un porteur de chapeau pour lui faire coller les crimes qu'ils commettent. Donc, moi, je ne suis pas au courant exactement de ce qui se passe, mais en tant que quelqu'un qui a bien lu l'histoire, je ne peux que croire que c'est Israël qui organise ça, mais qui le fait porter aux Iraniens. Le président argentin, au moment de ces attentats spectaculaires, 1992-94, était Carlos Saúl Menem, de famille syrienne. Bien sûr, tout près de Damas. Tout près de Damas. Vous connaissez cette famille? Quel rapport est-ce qu'elle a avec le gouvernement? C'est une famille, vous savez, depuis 1517, depuis que les Ottomans ils ont occupé la Syrie, ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer, des crimes, de tueries pour que les gens partent. Et c'est à partir de ce moment-là, les Syriens commencent à partir en Amérique latine. Ils se sont installés au Venezuela, en Argentine, au Brésil, essentiellement, mais dans tous les pays de l'Amérique latine. Ils ont trouvé un refuge là-bas. Donc Carlos Menem, sa famille, est partie d'un village à 15 km de Damas. Et ils sont jusqu'à aujourd'hui, vraiment, moi je connais ce village à côté de Zabadani, donc comme tous les Syriens le connaissent. Donc pour nous, ça n'a pas été une surprise, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup, aujourd'hui, à la seconde où je suis en train de vous parler, il y a 4 ministres d'origine syrienne au gouvernement de Venezuela. Donc c'est tout à fait logique qu'il y a des hommes politiques aux commandes en Amérique latine, parce qu'ils sont là depuis beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire ils font partie de la population de l'Amérique latine. Vous n'avez pas envie d'ajouter autre chose? J'ajoute un dernier mot. J'espère que l'Iran, la Syrie, seront un peu plus agressifs dans leur combat, parce que le monde occidental est un monde dur. Je ne suis pas en train d'appeler à la haine, ni à la guerre, mais tout simplement je suis en train d'appeler mon peuple à être à la hauteur de ce moment historique, plus que jamais. Et quand je dis l'Occident, ce n'est pas la population occidentale, c'est le leadership qui sont, depuis le croisade jusqu'à aujourd'hui, essayent de mettre la main sur le monde oriental. Donc aujourd'hui, l'espoir pour moi se trouve en Syrie et en Iran pour repousser cette hégémonie américaine et sioniste, et pour enfin que l'homme iranien, l'homme arabe, qu'il soit en Syrie ou en Irak, puisse vivre en paix, parce que aujourd'hui la guerre elle est totale contre nous, une guerre économique,
une guerre sociale, une guerre militaire, donc qu'il soit la Syrie ou soit l'Iran, on est frappé par des sanctions économiques, par des sanctions humaines même. C'est très difficile de se rendre en Iran, de se rendre en Syrie, ou en Irak, ou au Liban. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura des centaines de Qasem Soleimani qui prendront la relève et mettre fin à cette hégémonie américaine et sioniste. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'ils seront un peu plus agressifs, parce que le temps joue contre nous. Il faut vraiment que la mentalité orientale soit un peu plus dure, parce qu'en face de nous, on n'a pas des gens sentimentaux. Et ça, moi, à la force de vivre depuis 40 ans en Occident, et de me spécialiser dans l'Orient et l'Occident, je vois comment nous, on ouvre nos portes, on ouvre nos cœurs, et malheureusement, en face, ils arrivent avec des idées derrière la tête. Daesh est le fruit de cheminement de frères musulmans. En fait, c'était des intégristes nés en Égypte dans les années 50 par des penseurs sionistes, parce qu'ils ont compris que la religion, c'est le pion de peuple, et donc pour casser l'image visible du monde arabo-musulman, il faut faire peur à au monde occidental. Les leaders occidentaux, ils ont toujours, même à l'intérieur, ici du monde occidental. Moi, je me rappelle, au moment des élections présidentielles entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, une semaine avant l'élection, les sondages donnaient à Lionel Jospin gagnant, et bien ils ont fabriqué une image, ils ont trouvé quelques voyous à qui on a donné de l'argent dans un quartier de banlieue pour taper un vieillard français, et la télévision a filmé ça et l'a fait circuler partout en France en 24 heures de temps. Il n'y a pas un seul Français qui ne l'a pas vu, et ça a remonté complètement les gens contre l'immigration soutenue par Jospin, et le vote a été pour Chirac. Donc on a utilisé Daesh, il est né par nécessité médiatique pour qu'on l'utilise pour avoir l'aval du monde occidental derrière les penseurs et les politologues occidentaux, pour qu'on puisse continuer à faire la guerre contre le monde oriental. Pour moi, c'est absolument, je ne peux pas séparer. On commettra une erreur si on étudie ça par des fragmentations. C'est un affrontement global auquel il faut faire face.